Bienvenue à toutes et à tous dans Secret de Performance, le podcast qui vous emmène à la rencontre de sportifs, sportives et staff français extraordinaires. À travers des discussions sincères, plongez avec nous au cœur de leur quotidien et découvrez ce qui fait leur secret de performance. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Secret de Performance. Notre invitée du jour fait partie de l'équipe de France d'escrime, sport qu'elle découvre par hasard à l'âge de 6 ans lors d'un stage. C'est le début d'une longue carrière commencée d'abord à Strasbourg, puis en passant par Châtenay-Malabry pour finir à Paris en intégrant l'INSEP en 2009. Son palmarès est impressionnant. Elle compte 6 médailles européennes, 4 mondiales dont un titre de championne du monde par équipe en 2018. Une carrière sportive longue qu'elle combine avec de brillantes études. Toujours prêt à affronter de nouvelles aventures armée de son sabre, Charlotte Lembach. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va très bien. Et toi? Aujourd'hui, ça va bien. Aujourd'hui, on est trois pour cet entretien. Bonjour à tous. Salut. Tout d'abord, comment tu vas et comment tu gères cette période si particulière qu'est le Covid? Eh ben, écoute, je dois t'avouer que quand on nous a annoncé officiellement en mars 2020 que les Jeux étaient reportés, situation assez difficile. Je l'avais annoncé en 2019 que j'arrêtais ma carrière après Tokyo 2020. Donc, gros moment où tu remets tout en question, tu te dis est-ce que je vais être motivée pour repartir encore un an? C'est que un an, mais bon, voilà, quand tu as des projets qui sont déjà planifiés après les Jeux, c'est vrai que il faut tout remettre en question, tout reprogrammer. Et voilà, il y a eu 15 jours où ça a été très difficile. Et après, on se remet dedans, à la maison, pas facile, parce qu'on est quand même une arme, on a besoin d'opposition. On a besoin de s'entraîner avec des gens, donc à la maison, c'est vrai que c'était pas évident. Et puis en juin, on a pu repartir à l'extérieur. Donc c'était bien aussi, c'était agréable de changer un peu, parce qu'on est quand même tout le temps enfermé. Au mois d'octobre, un petit burn-out, parce qu'on nous annonce des compétitions en novembre, en décembre, et finalement on nous dit ça sera pas avant janvier. Donc là, ça fait déjà 10 mois que t'attends. Donc un petit burn-out pendant 15 jours où j'ai envoyé un peu tout valser. Je leur ai dit, j'ai besoin de repos, donc laissez-moi tranquille pour revenir en pleine forme. Et voilà, donc là, dans un mois et demi, première compétition après un an sans compète. Donc voilà, le manque d'objectifs a été dur à encaisser, à se projeter. S'entraîner pour s'entraîner, c'est bien, mais il y avait besoin d'objectifs et là maintenant il est fixé, donc mi-mars. Et là on sait pourquoi on s'entraîne, on vient d'avoir les critères de sélection en interne pour les Jeux Olympiques. C'est vrai que c'était difficile parce qu'on avait fait les 3/4 de la qualif, donc moi j'étais très bien partie. Mais on ne connaissait pas les nouvelles modalités de qualification, donc voilà, tout est un peu précisé et ça nous permet de nous entraîner dans les meilleures conditions maintenant et de reprendre une vie de sportif de haut niveau normale, quoi. Et justement, pendant cette période de Covid, qu'est-ce qu'a pu mettre en place ta fédé ou ton club pour arriver à gérer les prochains événements? Alors au début, on a les préparateurs physiques qui nous ont apporté principalement du matériel, un vélo d'appartement pour qu'on puisse rester en condition physique. Moi, l'aspect que j'ai plus développé, c'est l'aspect mental. J'ai travaillé énormément avec mon préparateur mental. Une fois par semaine, voire 2 fois par semaine, on avait des rendez-vous pour justement préparer au mieux la reprise, ne pas perdre les repères que j'ai pu acquérir les années précédentes et pas arriver et débarquer sans aucun repère et être complètement stressé, mal gérer la pression. Donc voilà, c'est l'aspect que moi j'ai le plus développé grâce à ma fédération, c'est ce côté mental. Le côté physique, je l'ai entretenu grâce à tout le matériel que j'ai pu avoir. Et après, c'est vrai qu'on a eu 2-3 mois, on était à la maison. Après, on est quand même revenu, on pouvait quand même sortir. On avait la chance, voilà, on est quand même des privilégiés en tant que sportif de niveau de pouvoir aller s'entraîner normalement. Mais voilà, ce sont vraiment les aspects les plus développés pendant ce Covid. Et dans cette période d'incertitude, donc du coup, tu l'as évoqué, les Jeux ont été reportés. Je sais qu'il y a différents sportifs qui ont des pertes de poids à gérer, des programmes qui sont planifiés. Quand il y a eu une première annonce de report des Jeux Olympiques, tu aurais préféré que ce soit annulé
ou reporter les Jeux Olympiques de Tokyo? Alors moi, c'est clairement reporté. Parce que reporter d'un an, voilà, c'est dur de se dire on retarde notre retraite entre guillemets d'un an, mais annuler pour moi ça aurait été trop dur à supporter et je sais pas si j'aurais pu m'arrêter sur ça, sur des non-jeux en fait. J'ai ce besoin, j'ai cet objectif, c'est la médaille olympique. Si j'ai pas la possibilité de défendre mes chances aux Jeux, repousser à 2024, ça aurait été une autre question en fait. Donc pour moi, reporter, c'était la meilleure solution au moment où ça a été annoncé. Mais ouais, l'annulation, pour moi, ça aurait été, je pense, une grosse dépression. Et aujourd'hui, comment tu t'entraînes aujourd'hui? Normalement, comme avant, sauf que on est plus à gérer le côté mental, justement. La gestion du stress, on la connaît quasiment plus. Voilà, on a une application, on note notre stress au quotidien, mais il est quasiment faible à chaque fois. Donc on essaie de mettre en place des compétitions en interne, même si ça ne ressemble pas à des compétitions internationales, mais c'est essayer de retrouver des sensations qui sont similaires à ce qu'on va pouvoir retrouver. Mais sinon, c'est juste le fait qu'on ait enfin des objectifs de compétition. On va pouvoir calibrer, on va pouvoir planifier. Et c'est quelque chose qui me manquait dans la première partie du confinement. Mais depuis le 2 juin, on s'entraîne comme avant, sauf que maintenant, on a des objectifs. Et justement, comment vous pouvez gérer, parce que cette période est assez anxiogène, avec les tests PCR qu'on a régulièrement. Vous devez sûrement vivre tout le temps quasiment. Nous, ça va. On est quelques-uns à avoir déjà eu le Covid, donc on l'a géré, mais c'est pas quelque chose qui nous met en panique forcément. C'est plus les personnes qui l'ont pas eu, je pense, qui vont être un peu stressées avant de partir, mais là, on nous a programmé 4 tests PCR juste avant de partir en moins d'une semaine, plus ceux qu'on va subir sur place. Donc oui, les choses les plus anxiogènes, je pense, ça va être juste avant de partir en compétition. Et sur place, parce que entre 2 tests, si ça se trouve, on va pouvoir être positif et pas pouvoir faire la compétition. Donc voilà, c'est ça qui va être le plus dur à gérer, je pense. Mais là, au quotidien, ça va. Les tests sont pas... Justement, on se dit, vaut mieux l'avoir maintenant que dans un mois, quoi. Voire dans 4 mois. Moi, ma question, c'est plus comment tu as géré l'absence d'objectifs et qu'est-ce que vous avez décidé, parce que pour moi, il y a la partie où tu vas dire je vais développer mes qualités techniques, tactiques, et en même temps une partie où tu prépares les compétitions, et comment tu as géré l'incertitude entre... alors vous avez été assez rapidement fixé sur le fait qu'il n'y ait pas de compétition, mais entre le dire je vais utiliser ce temps pour développer ma technique peut-être, et en même temps peut-être qu'il y a une compète, donc il faut que je... Moi, dans un premier temps, ça a été de me refaire un vrai physique, clairement. Et pour éviter au maximum les blessures. Moi, je me blesse quand même... pas régulièrement, mais on s'est connus, on s'est côtoyés longuement à la réathlétisation et à la rééducation. Et voilà, moi, ça a été vraiment de me refaire une condition physique pour optimiser au maximum la gestion des blessures. Donc, j'ai fait beaucoup de choses individuelles et j'en avais besoin, justement, de personnaliser au maximum parce que, j'ai 33 ans, je suis avec des enfants, des gamines de 20 ans, donc on n'a pas les mêmes corps, on les gère pas de la même manière. Je suis passée plus sur de la natation aussi pour éviter trop les appuis au sol. Mes articulations elles commencent à prendre des coups, donc voilà, c'est vraiment ça a été vraiment d'optimiser au maximum cette gestion de la préparation physique pour éviter au maximum les blessures. Donc grâce à ça, je n'ai pas encore eu de blessure, donc on va dire que c'est plutôt un bon point. Et après, moi, principalement, je me suis focalisée sur la préparation mentale. Ma technique, voilà, je sais qu'elle est là. Je sais que c'est comme un vélo. Quand tu fais du vélo, tu ne le perds pas non plus facilement. Donc, j'ai retrouvé vite mes bases. Mais par contre, la préparation mentale, c'est quelque chose où pendant le confinement, j'ai vécu des choses que je ne pensais même pas pouvoir vivre en ne faisant pas de l'escrime, en fait. Où on te met dans des situations où tu commences à avoir ça monte, la chaleur, le stress, la boule au ventre, alors que je suis même pas en compétition, quoi. Donc, se dire qu'on n'a pas encore la compétition et qu'on vit ces moments-là, ça va être très difficile si je les gère pas en amont à l'approche de la compétition, quoi. Donc, voilà, ça a été vraiment de se faire un gros foncier, gros cardio, personnaliser au maximum ma préparation, parce que je suis plus en capacité de faire la même chose que les autres, et j'ai pas les mêmes besoins ni les mêmes attentes. Et voilà, cet aspect vraiment... mental qui m'a énormément aidée justement après dans ma tactique, dans ma gestion des matchs,
la gestion de l'arbitre, tous les effets parasites qu'on a autour et qu'on n'a pas l'habitude de travailler. Là, j'ai vraiment pu au maximum les développer, quoi. Et ça, c'est une démarche personnelle c'est toi qui as décidé d'aller voir un coach ou un préparateur mental ou c'est la Fédé qui vous a mis à disposition? Alors on en a quelques-uns avec la Fédé et c'est vrai que ça a été, en fait depuis 2019, je travaille avec mon préparateur mental. Mais c'est vrai que le confinement a permis de travailler vraiment plus en profondeur. On avait plus le temps. Donc c'était le moment où j'ai ressenti le vrai besoin de développer justement tous ces aspects qui sont autour de la préparation mentale. Mais c'était une volonté vraiment personnelle. C'est-à-dire qu'ils étaient là. Tout le monde ne fait pas la démarche. Mais voilà, moi en 2019, j'avais envie d'arriver au jeu et d'être dans les meilleures conditions. Donc mi-2019, je me suis dit... je vais prendre un préparateur mental et on sait que dans notre sport, c'est 80% le mental et 20% le reste, quoi. Donc j'en avais pas encore conscience à ce moment-là et j'ai vu énormément de différences. Je me rappelle, avant que le Covid arrive, on était à Montréal et j'avais un rendez-vous avec mon préparateur mental, donc il s'adapte à mes horaires, hein. C'est-à-dire si à 4h du matin j'ai envie de l'appeler, il est présent, quoi. Et voilà, on a parlé pendant 3/4 d'heure, mais ça a été des mots très forts. Il sait comment me toucher, il sait comment piquer la personne pour me mettre dans les meilleures conditions. Et je fais une de mes meilleures compètes. Et voilà, ça se termine par un podium. Et je sais très bien que si j'avais pas eu cet appel, j'aurais peut-être pas fait ce résultat-là. Mais c'est cet appel-là qui a fait que j'étais dans les meilleures conditions. Et c'est pas mon escrime, parce que mon escrime, elle était là. Mais c'est juste comment je gère la compète, comment je m'échauffe par rapport à un tel et tel adversaire. Et voilà, je me focalisais beaucoup plus sur moi et moins sur tout ce qui était à l'extérieur, chose que je faisais beaucoup avant, quoi. C'est important, je trouve, que ton discours, parce que la préparation mentale, c'est quelque chose qui est assez mal vu dans le monde sportif, et beaucoup de sports, on ne l'utilise pas ou peu. Et je trouve ça intéressant ton recul que tu donnes sur ça, parce que tu as une vision vachement positive de ça, de la préparation mentale, et de l'apport que ça peut t'apporter. C'est vrai qu'en France, on n'est pas les pionniers de la préparation mentale. Ça se développe de plus en plus. Mais c'est vrai que pour ma part, j'aurais aimé, quand j'avais 20 ans, pouvoir bénéficier de ça. Les jeunes ont la chance maintenant d'avoir ça et je les incite clairement à l'utiliser. Mais moi, c'est vrai que ça a été un énorme changement, clairement. Je pensais même pas que c'était possible d'être aussi forte grâce à ça. Je savais que j'avais les capacités de réussir, mais dans la régularité, c'était quelque chose qui était encore très difficile et c'est ça qui m'a permis d'être de plus en plus régulière dans mon sport et de pouvoir me dire que je peux gagner une médaille d'or aux Jeux. C'est surtout ça, en fait. C'est prendre conscience que je suis peut-être championne du monde, mais c'est me mettre dans l'état d'esprit d'une championne du monde pour arriver aux Jeux Olympiques et avoir cet état d'esprit de champion qu'on a du mal à s'autoriser. Moi, j'avais du mal à m'autoriser, de me dire je veux être championne olympique. J'avais du mal à dire à l'époque je veux être championne olympique. Maintenant, dès que je fais une conférence ou un truc, je dis voilà, mon objectif, c'est être championne olympique. Et j'avais toujours cette perception de me dire ils vont prendre pour quelqu'un d'autant, alors que pas du tout, en fait. Mais c'est juste que mon objectif, c'est ça et je vais me donner les moyens d'y arriver. Et en fait, la préparation mentale m'a permis aussi de m'ouvrir sur ce que je pouvais ressentir et l'extérioriser et le dire et faire comprendre aux autres que je suis pas là juste pour toucher des ballons, hein. Je suis clairement là pour sabrer et vous matraquer, entre guillemets, quoi. Mais pour rebondir, est-ce que tu penses que culturellement, en fait, en France, on a cette peur de dire les choses? Parce que je pense que c'est quelque chose de régulier. Je trouve que si un sportif vient et dit « je veux être ça », on a tendance peut-être à dire « il est prétentieux ». Ouais. Et alors que je pense qu'on a besoin de cette prétention parce que être champion olympique, c'est dire que je vais être champion olympique quelque part, c'est prétentieux, mais si t'es pas prétentieux, tu le seras pas. Enfin, ouais. Et puis c'est aussi un moment de savoir son niveau. Et c'est comment toi, t'as décidé de plus écouter les regards ou les pensées que pourraient avoir les gens, ou comment t'as abordé ça? En fait, c'est surtout mon préparateur mental qui m'a fait comprendre qu'il fallait que je sorte et que j'extériorise ce que j'avais au fond de moi, en fait, parce que oui, je pouvais l'écrire sur un bout de papier, oui, tu sais, quand on te dit c'est quoi ton rêve, championne olympique, tu l'écris, en fait, mais tu l'extériorises pas de la même manière, alors que de le dire, tu fais prendre conscience à toi-même que c'est
entre guillemets un rêve, mais c'est aussi un objectif réaliste en fait. Et c'est juste de faire prendre conscience que c'est réaliste. Et mon préparateur mental m'a clairement fait comprendre que il faut être égoïste dans la vie. Et moi, c'est pas entre guillemets mon éducation. Je suis très dans le partage et tout ça. Mais à un moment donné, il faut aussi penser qu'à soi. Et le fait d'avoir compris ça m'a permis, moi, de me dire, bah oui, j'ai envie d'être championne olympique et j'ai pas envie d'être championne olympique forcément avec les autres, tu vois. C'est les autres qui vont m'apporter, je vais leur apporter, on va s'apporter ensemble. Mais au fond de moi, il n'y a que moi qui ai envie d'être championne olympique et pas juste de l'écrire et de l'intérioriser et de me dire, bah oui, j'ai envie d'être championne olympique. Non, c'est de le dire clairement, haut et fort, je veux être championne olympique et j'ai ces moyens-là, comment je vais les mettre en place, quoi. Clairement, c'était ça. Ça prend beaucoup plus de poids quand tu le dis oralement que juste tu l'écris. Ouais, mais je vais te dire, la première fois que je l'ai dit oralement, j'ai eu la boule au ventre. J'ai senti comme si une gêne, comme si j'avais pas le droit de le dire au début. Et là, ça a été un soulagement, entre guillemets, mais en même temps, un moment où je me suis dit comment les autres vont me regarder. Et en fait, à ce moment-là, j'ai compris qu'en fait, il fallait s'en foutre de ce que les autres pensaient. C'est toi et toi, en fait. De toute façon, c'est toi qui es sur la piste. Moi, on fait un sport individuel de base. Tu veux être championne olympique, il n'y a que toi, en fait. Si les filles ou les personnes qui sont à côté de toi se disent, bah, elle est prétentieuse, elle pense que... D'ailleurs, je me rappelle que la dernière championne olympique, à Rio, on était en 2015, donc un an avant les Jeux. Je fais médaille d'argent, championnat d'Europe, elle vient me féliciter. Et je lui dis, bah, dommage et tout. Elle me fait, non, mais moi, de toute façon, ce qui m'intéresse, c'est la médaille d'or au jeu. Enfin, c'est pas la médaille d'or, c'est double championne olympique. Et c'est vrai que je l'ai regardée comme ça, et je me suis dit, ah ouais, elle a des couilles, quoi. De le dire comme ça. Et elle l'a fait. Et elle l'a fait, en fait. Et c'est vrai que tu prends conscience, tu te dis, ouais, tu peux prendre quelqu'un de prétentieux, mais en fait, si tu l'assumes, clairement, en fait, c'est ça, il faut assumer tes mots, en fait. Il faut pas le dire parce qu'il faut le dire, quoi. Et voilà, ça a été une prise de conscience sur, bah, j'ai envie d'être championne olympique. Il faut que je le fasse comprendre à moi-même en premier lieu et après aux autres aussi. Donc, et c'est vraiment s'autoriser et oser faire les choses. D'accord. Ça libère en fait. Et justement, tout à l'heure, bah, tu l'évoques depuis tout à l'heure, tu pratiques donc, avec des plus jeunes que toi, avec une équipe, donc à l'INSEP. L'équipe de France féminine est qualifiée pour les Olympiques de Tokyo. Avec tous ces confinements, comment tu situes l'équipe ? Alors, l'avantage, c'est qu'on a pu faire quand même 2-3 compétitions. Par contre, il y a beaucoup plus d'athlètes potentiellement sélectionnables dans l'équipe. Alors, on est déjà une équipe très forte. Tu as quand même un noyau de 3 filles qui tournent depuis 5-6 ans. Mais par contre, tu en as 3-4 derrière qui poussent et qui titillent un peu pour rentrer dans cette équipe. Donc, le confinement, je pense, a beaucoup aidé à certaines à se révéler. T'en as d'autres par contre qui se sont un peu dit bah ça sera pas pour tout de suite et finalement je vais repousser, alors que finalement c'est repoussé d'1 an, donc tu pourrais te projeter sur les Jeux, mais il y en a 2-3 qui sont vraiment révélés et c'est ce qui pourrait être nous faire peur entre guillemets, mais en fait ça nous pousse vers le haut, en fait c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que bah il y a un niveau de plus en plus élevé. Alors il était très fort de base, mais là on sent qu'il y a vraiment une envie de pas aller au jeu, mais de faire une médaille au jeu. Et on sent cet état d'esprit qui est différent en fait depuis le confinement, c'est je veux pas aller au jeu, je veux faire une médaille au jeu. Et cet état d'esprit là fait que on se tire la bourre vers le haut en fait. Ouais, c'est une concurrence un peu positive. C'est positive, saine. Bah justement, et parce que voilà, là il y a un lien pour moi qui est totalement. Voilà, si je le vois, c'est tu dis depuis 1 an, je veux faire championne olympique. Et tu dis que maintenant l'équipe considère que oui, on va faire médaille aux Olympiques. Ouais. Est-ce que du coup il n'y a pas un lien, vu qu'en plus tu dois être certainement l'une des plus âgées de l'équipe de France, est-ce qu'il n'y a pas un lien que vous avez fait, tu dis je veux être championne olympique, du coup l'équipe, on va dire entre guillemets, prend conscience de ok, on peut faire une médaille. C'est vrai que pour remémorer un peu Rio, c'était à toutes les 4 notre premier jeu. On avait fait médaille toute la saison. Et en fait, dans nos têtes, on était potentiellement médaillables. Mais dans nos têtes. Et en fait, pour Tokyo, on a plus ouvert la parole sur les Jeux Olympiques, sur comment on allait se préparer, sur l'objectif qu'on s'était vraiment fixé. Et en fait, on parle plus de comment on va amener l'équipe à la médaille d'or, en fait. Et souvent, quand on rentre dans une salle, notre coach marque objectif championne olympique. Et tu rentres dans une salle, et à l'époque, c'était pas championne olympique, c'était les sélections pour les Jeux Olympiques, nanana. Et en fait, on était plus sur participation aux Jeux,
Alors que maintenant, on est vraiment sur grosse médaille aux Jeux, en fait. Et pas qu'une, voire deux, trois, si ça prend une autre dimension, clairement. Et le fait d'avoir ouvert un peu cette parole sur le fait que on n'est plus là pour participer aux Jeux. Parce que clairement, Rio, on l'a vécu comme ça. Hein. On était là, on était content d'être là, c'était nos premiers Jeux. Voilà, c'était une mauvaise expérience qui finalement nous a énormément aidés par la suite. Mais voilà, maintenant on sait ce que c'est les Jeux, on sait qu'on a le fait d'avoir fait championne du monde aussi, ça nous a fait prendre conscience qu'on était capable de gagner ensemble, et ça a ouvert vraiment le champ des possibles sur une médaille d'or aux Jeux. Alors, j'ai envie de dire un peu. Il y a deux choses que je trouve intéressantes. La première, c'est est-ce que tu penses que dans le cheminement, il y a besoin de passer d'abord par je veux participer aux Jeux avant de dire je veux être championne olympique, ou dès 20 ans, il aurait fallu être dans cet état d'esprit-là? Ou est-ce que le chemin, t'es quand même obligé de passer étape par étape avant de te dire ouais, je vais être là? Mais je pense que... Alors, moi, je pense que c'est un problème de culture. Si on nous met directement dans la tête que l'objectif, c'est d'être champion olympique, tu te le fixes directement. C'est pas de participer aux Jeux. Et les étapes, elles seront faites, en fait, en fonction de ça. Mais dans notre culture, on n'a pas encore cette précision de... L'objectif final, c'est champion olympique pour des sports comme le nôtre, hein, qui sont très peu médiatisés. Avec telle et telle étape, il n'y a pas vraiment de planification comme il peut y avoir dans certains pays, comme aux États-Unis, où tu le dis, tu as 4 ans, le mec il te dit oui, je serai champion olympique, et puis c'est tout. Moi, je me rappelle une vidéo de Novak Djokovic qui disait je serai numéro 1 mondial, je sais pas, il avait 9 ans, quoi, même pas. Donc voilà, je pense que c'est un problème de culture qu'on a. Chez nous, et on nous met un peu des barrières sur le fait de dire je vais être champion olympique, ou alors je veux participer aux Jeux, et du coup on s'arrête à je veux participer aux Jeux, et on oublie que l'objectif c'est pas de participer aux Jeux, c'est d'être champion olympique. Donc moi je pense que dès le plus jeune âge, il faut qu'on nous mette dans les vraies conditions d'un sportif de haut niveau, un état d'esprit de champion, voilà, pas de sportif de haut niveau mais de champion. Et on en a trop peu chez nous encore en France. C'est vrai qu'on a souvent la phrase de Coubertin, quoi. L'important c'est de participer. Oui, voilà, c'est ça. Alors, moi je l'ai beaucoup vécu, hein, cette phrase, elle est restée très longtemps, mais c'est pas ça en fait. C'est bien beau, hein, oui, c'est super de participer, mais c'est pas l'état d'esprit d'un champion. C'est vrai que je pense que tu peux l'avoir, mais après. Enfin, c'est bien que tu as participé au jeu, mais si tu y vas en te disant c'est cool, je participe. Moi, c'est comme ça que j'y suis allée, c'est la première fois. Et quand j'ai terminé les Jeux, je me suis dit, mais quelle merde en fait. Et on se rend pas compte, on te met pas dans les conditions, c'est un jour les Jeux, point barre. Tu te prépares pendant des années, parce que c'est pas 4 ans, c'est toute une vie, toute une carrière que tu prépares avant. Et en fait, on n'est pas du tout préparé à être prêt sur un jour en fait. Et à te dire, c'est maintenant et voilà. Et si tu l'avais programmé dès petit, je sais pas moi, t'as 20 ans en 2004 et que ou t'as 10 ans en 2004 et qu'on te dit toi les Jeux c'est en 2016, et c'est à ce moment-là qu'il faudra que tu perfs. Si tu perfs avant, tant mieux, mais ton objectif c'est d'être champion olympique là, tu planifies, tu sais qu'il y aura des échecs, et on te dit pas si tu fais un échec là, ça sera fini pour toi. Non, ton objectif il est là, tu sais comment que ça va se passer, avec tout ce qui peut se passer autour, les victoires, les défaites, et tu auras plus de recul en fait. Je pensais à quelque chose là. Tout à l'heure, tu parlais de confinement, de préparation mentale, là, tu parles de culture. Est-ce qu'au final, le confinement n'a pas a permis plutôt de se reconcentrer sur soi-même et donc du coup de prendre conscience de certaines choses? Complètement. C'est totalement ça. Moi, c'est vrai que le fait qu'on se sente un peu isolé, t'as plus de temps pour toi en fait, et tu te focalises moins sur ce qu'il y a autour. On est un sport, on est jugé en permanence. Là, pendant 6-7 mois, c'était toi et toi seul en fait. Comment t'allais progresser tout seul en fait? Qu'est-ce que t'allais mettre en place? Et là, tu mets en place toute ta créativité en fait, que tu n'exploites pas au quotidien, parce qu'on te dit il faut t'entraîner de telle heure à telle heure, il faut que tu fasses des résultats là. Mais on oublie tout l'aspect, parce qu'on est quand même un sport où il faut décider très vite, mais en même temps il faut être créatif. Et c'est un aspect qu'on oublie assez régulièrement, la créativité dans notre sport. Et c'est ce qui permet des fois de faire de très belles choses. Mais c'est vrai que du coup, pendant ces plusieurs mois, tu prends le temps en fait. Et moi, c'est un mot que j'avais oublié, prendre le temps, clairement. Et avec mon préparateur mental, c'est un peu notre mot d'ordre, c'est prendre le temps.
à l'époque, je me mettais en garde, je prenais une touche, je me remettais en garde. Maintenant, je regarde, je fais, attends, je vais faire mon lacet. Chose que je faisais pas. Mais ça dure 2-3 secondes. Mais c'est énorme, en fait. Et en fait, c'est toute cette prise de conscience de, je prends le temps parce que j'ai le temps, en fait. Et je m'autorise à prendre le temps. Et je m'en fous de ce qui se passe ailleurs. Et on arrête de se focaliser sur tout ce qui peut, les coachs, les préparateurs physiques, les préparateurs mentaux. On oublie un peu tout ce qu'il y a autour et de se dire, il faut que je sois tout le temps performante. Non, il faut être performante ce jour-là, point barre. Et on arrête de se dire, si je perds à l'entraînement, c'est la fin du monde. Alors que souvent, c'est ça, en fait, qui pêche et qui influe sur l'état d'esprit, sur les semaines qui suivent. Donc voilà, il y a eu beaucoup d'acceptation, en fait. C'est ça, l'acceptation, l'adaptation. Ça a été vraiment les mots d'ordre du Covid et on le sent. On sent qu'il y a beaucoup plus d'adaptation sur quand il y a un truc qui va pas. Là, on va aller en compète, on va devoir subir des tests PCR, on va dormir seul dans une chambre, on va être livré notre repas dans une chambre. Voilà, c'est le quotidien qui fait que on s'adapte et du coup, on s'adapte mieux en maths, on s'adapte mieux aux situations, aux obstacles, à un arbitre qui est pas forcément bon, on trouve des solutions plus rapidement, en fait. Et ça a été tout ce cheminement qui s'est passé dans le cerveau qui fait que y a plus de fluidité maintenant, quoi. Et tu trouves que ce changement il a été rapide ou tu sens que c'est un long cheminement quand même? Non, c'est quand même un long cheminement. Pour moi, je trouve que ça a été un long cheminement. C'est déjà, accepter que les jeux soient reportés, me dire que je vais pas faire d'escrime pendant un certain moment, donc m'enlever ma passion, puisque ça reste quand même une passion, reprendre tout doucement les entraînements sans savoir vraiment vers quoi tu vas, et à partir du moment où ça commençait à se mettre en place, là j'ai senti que oui, c'était beaucoup plus fluide, plus logique dans ma tête. Mais ça a mis du temps quand même. Mais je pense que c'était des bonnes étapes pour arriver à ça, quoi. Alors, tu parles d'étapes. Vu ta longévité, ta longue carrière dans l'escrime, est-ce que tu peux nous citer des moments clés, positifs comme négatifs? Alors ouais, je vais citer d'abord un négatif, négatif qui a été positif, mais donc à 24 ans, je suis la plus âgée du groupe. Donc toutes les plus âgées arrêtent. Et là, c'est une à deux années qui ont été très dures. Et à 25-26 ans, mon ancien coach me dit si tu fais pas un résultat à cette compète, on te vire. Et là, j'ai 25 ans et on me dit t'es trop vieille. Et là, je me suis dit waouh, et là, tu te remets en question quand même. Tu te dis j'ai quitté ma famille à 17 ans pour vivre mon rêve, qui était d'aller au jeu, tu vois, entre guillemets, au début, puisque notre équipe n'était pas très forte. Et finalement, je fais un podium à cette compétition, qui, entre guillemets, me sauve les miches. Mais je prends conscience que c'était une claque qu'on m'a mise, de me dire, on va te foutre à la porte, entre guillemets. Et quand on m'a dit tu es trop vieille, ça m'a fait mal quand même, à 25 ans, de me dire que tu es trop vieille et que les jeunes allaient arriver, allaient pousser. Et puis finalement, les coachs changent. Le coach arrive et en 6 mois, je fais 3 podiums. Et là, je fais waouh, est-ce que c'était moi? Est-ce que c'était les coachs? Donc ça a été quand même des longues années où tu fais rien, tu te bats pour des pauvres tableaux sans médaille, quoi. Et là, du jour au lendemain, ça paye, quoi. Et là, donc j'ai 26 ans. 26 ans, c'est tard quand même, entre guillemets. Mais quand je vois les jeunes qui arrivent, qui ont 20 ans, qui font déjà des perfs, tu te dis, j'aurais bien voulu vivre ça. Mais j'ai pris ce qui me venait au moment présent, en fait. C'était le moment présent qui était important et de me dire que si ça se trouve, je ne revivrai pas ça. Donc je profite. Dès que je suis à un podium, j'en profite. Et puis finalement, ça ne s'est pas trop arrêté. Et on va dire que les 2 moments qui m'ont le plus marqué, ça a été ma première médaille internationale. C'était championnat d'Europe chez moi à Strasbourg, donc devant ma famille et tout. Donc ça a été un beau moment parce que c'était enfin une première médaille que j'avais à mon palmarès. Et le deuxième, ça va dire, c'est les championnats du monde en 2018. Donc petite anecdote, ça se tire sur 2 jours, le par équipe. On fait juste un match le premier jour et on tire sur une équipe d'Iran qui est inconnue au bataillon, clairement, elle touche pas un pignouf, quoi. Et ça se passe très très mal. Il y en a une qui pleure, une qui stresse, les coachs qui parlent pas, c'était catastrophique. On gagne facilement, mais voilà. Et le soir,
je me suis dit, ça peut pas se passer comme ça demain, c'est mort. Et du coup, on se réunit tous, et à un moment donné, je prends la parole et je dis, demain, j'aimerais bien qu'on ait le sourire. Et là, ils m'ont regardé comme ça, ils m'ont dit, comment ça? Je dis, j'aimerais bien qu'on soit content d'être là, qu'on profite de ce moment, que vous ayez la banane, quoi, que vous soyez content d'être avec nous, que nous, on soit content d'être avec vous, qu'on sente qu'il y a une confiance mutuelle. Ah, parce qu'on ne sourit pas? Non, vous ne souriez pas. Et le lendemain matin, petit-déj, on a l'impression qu'on était en colonie de vacances, tu vois. Tout le monde souriait, faisait des blagues, voilà, bref. Et on avait mis en place un système, en fait, on rencontrait 2 équipes avec des coachs français. Et on s'est dit, si on parle, ça va trop comprendre ce qu'on dit, donc on va parler avec des signes. On s'est inventé un truc. Du coup, on n'a pas parlé de la compète. On a fait que des signes. Des sourires. Et des sourires. Et on a fait championne du monde. Tu vois, des fois, il faut pas dire grand-chose. Hein. Le secret de performance, les sourires. Non, mais ça a été une journée magnifique, alors que les matchs ont été hyper serrés. Hein. 45-42, 45-42. Bon, à part la finale qui était plus fluide, mais tu te dis que des fois, un rien, ça change tout. Tu vois, quelqu'un qui va dire un truc, ça peut changer la physionomie d'une équipe, la manière dont tu vas aborder une compète, parce que là, les filles étaient stressées de chez stressées, ça n'avait pas marché en individuel. Ouais, vas-y, on lâche les chevaux, mais on est juste content d'être là, en fait. On kiffe notre moment. En plus, on était les dernières à tirer, c'était long, ça faisait 3 semaines qu'on était en Chine, on n'en pouvait plus. On avait qu'une envie, c'était de partir. On avait juste envie de partir sur une bonne note. Ça s'est bien passé, tant mieux. Et sinon, un autre moment qui a été délicat, c'est les jeux, forcément. Pour te dire, je suis même pas allée à la cérémonie de clôture tellement j'en avais marre. J'avais envie de rentrer chez moi. C'était horrible. Et c'est vrai que j'ai mis 2-3 mois avant de dire que je reviens faire de l'escrime. Au début, j'avais juste envie de faire autre chose. Et je leur ai même imposé d'aller me laisser travailler 2 jours par semaine. Parce que j'avais pas envie de faire que de l'escrime. Et j'avais besoin d'autre chose. Parce qu'en fait, avant les Jeux, on a eu la sélection. On est parti 15 jours après, je sais pas, d'Europe. Après, on est parti en stage. En fait, on n'a même pas eu le temps d'encaisser le fait qu'on était sélectionné, qu'il fallait déjà se préparer pour faire médaille aux Jeux. Donc voilà, une planification qui n'était pas top. Et du coup, il y avait un besoin de souffler. Et c'était une de mes meilleures années aussi. Hein. Tu vas travailler, tu rencontres des gens, tu vois les similarités entre le monde du travail et le monde du sport. Tu partages tes connaissances, t'en acquéris. Et voilà, c'est ça qui m'a permis de revenir aussi à l'escrime. Donc voilà, les jeux étaient très difficiles. Le fait de rencontrer de nouvelles personnes, travailler aussi, servir à autre chose que faire gagner une équipe ou se satisfaire soi-même, ça a permis de changer. Et aujourd'hui, tu te projettes comment? C'est-à-dire, tu nous as dit en début du podcast que c'était pour sûrement les dernières années. Donc il y a forcément la reconversion qui arrive, il y a la dernière année en question. Ouais. Donc comment tu envisages tout ça? Dans quel état d'esprit tu es? Là, l'état d'esprit, il est d'être championne olympique. Clairement, l'objectif final, c'est juillet-août. Donc là, je suis vraiment en mode de préparation de manière plus optimale possible pour être championne olympique. Après les Jeux olympiques, en espérant qu'ils aient bien lieu, je dis au revoir à tout le monde. et je vais un peu profiter de ma vie de retraitée sportive. J'aimerais, si c'est possible, voyager d'une autre manière que j'ai eu la chance de voyager grâce à mon sport. Mais pouvoir rencontrer de nouvelles personnes, découvrir de nouvelles cultures. J'aimerais vraiment me faire un dépaysement total avant de rentrer dans le marché du travail. Et j'ai un autre projet qui est aussi celui d'être maman. De plus en plus, on a des femmes qui ont été sportives, qui à l'époque, c'était vraiment pas démocratisé. Si tu voulais faire un enfant, c'était ton arrêt de carrière. Moi, c'est vrai que je m'étais mis en mode Tokyo 2020, bébé, peut-être je reviens pour Paris 2024 si je suis motivée. Là, à l'heure actuelle, c'est plus voyager, fonder une famille et après rentrer dans le monde du travail. Je suis pas fixée sur un métier précis, mais j'aimerais bien rester dans le sport, que ce soit tout ce qui est marketing sportif, événementiel, hospitalité, un équipementier sportif, voire même dans une région, tu vois, dans des collectivités. Développer le sport et aussi le sport féminin un peu plus, voilà, qui commence à se développer un peu plus, mais qui mérite d'être un peu plus mis en avant. On voit, j'ai vu, je sais plus c'est quand, là pendant l'Open d'Australie, un mec qui avait un t-shirt avec marqué Serena Williams, il y avait marqué Best Female Athlete.
Et le fait mal était enlevé, quoi. Il était barré, et il y avait marqué Best Athlete, tu vois. Et j'ai trouvé ça génial. Mais voilà, je pense qu'il faut qu'on développe un peu plus ce côté-là. Mais voilà, à peu près mes projets après Tokyo. Eh bien, moi, pour finir, j'aimerais bien savoir, Charlotte, toi, quel est ton secret de performance? Alors, ça va être très simple, je vais te répondre ça en une phrase qui me guide au quotidien et qui pour moi me permet d'être performante, mais pas que pour moi, mais pour le collectif aussi. Bah, seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. Bah écoute, on va te souhaiter le meilleur à venir pour Tokyo, en espérant que ça aille bien mieux et que tu finisses championne olympique. Voilà. Tu reviendras nous voir avec la médaille. Ouais, pas de souci, avec grand plaisir. Merci On beaucoup. sabrera le champagne. Là, je le ferai vraiment. Là, c'est ce que je veux dire. Merci beaucoup. Ouais, de rien, c'était cool.